Donc nous avons deux invités. Nous avons Mata Ghorbrani, qui était déjà venue l'année dernière. C'est Karine qui va vous la présenter. Et Semouz Aktekin, bon, que je connais depuis très 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 longtemps, qui n'a pas trop changé, comme moi. Voilà. Et je vous le présenterai après plus intensément. Donc, bienvenue à tous, hein, les dames, les demoiselles, les messieurs et les autres. Alors bonsoir tout le monde. Ravi en tout cas de vous rencontrer pour cet échange poétique avec nos deux poètes invités. Martha nous a rejoint aujourd'hui. On a la chance avec elle de faire 3 scènes poétiques en 1 jour et demi, parce qu'elle doit être à Sèvres dans le sud de la France dès dimanche. Martha est arrivée en France en 2018, exilée non par choix mais par nécessité. C'était l'exil ou le tombeau ou la prison. Mais elle a grandi dans un milieu universitaire, dans une famille d'intellectuels très engagés pour la question des droits, des libertés en Iran, de l'égalité entre les hommes et les femmes notamment. Sa mère, professeure notamment de sciences dans un lycée, a été licenciée parce qu'elle ne suivait pas les règles édictées en 1979 par la dictature religieuse en place. Et son père, Martha, est né en 1983. Et pour que ce soit clair pour tout le monde, l'Iran a basculé en 1979 dans une dictature sévère où le Shah d'Iran était remplacé effectivement par... Il y avait 2 courants révolutionnaires pour faire tomber le Shah, les ultra-religieux, les mollahs, et plutôt une branche attachée aux libertés, proche des idées communistes. Les parents de Martha ont baigné comme le milieu estudiantin, intellectuel, dans les années 70, très imprégné par les livres, notamment français, notamment par la littérature aussi, venue de l'ex-URSS, et dans les idées communistes. Donc Martha a grandi dans un foyer en Iran, baigné de livres et de culture, mais à contre-courant des carcans autour d'elle, des jougs autour d'elle, de la violence autour d'elle. Et par nécessité, donc, elle a fui en 2018. Après 4 ans et demi de prison à Ispahan, à plusieurs reprises, elle a fui avec sa fille de 7 ans. Ensuite, en France, donc la condition d'accueil des camps de réfugiés ou autres, c'est pas pour rien que depuis 1 an, elle est porte-parole des exilés en France. Il y a le Parlement des exilés. Elle a pris 2 fois la parole au Sénat, au Parlement européen aussi, eu de nombreux prix. Elle a publié 2 recueils de poésie. En 2020, 1000 vies inachevées et Aucune main n'exécutera la liberté, il y a 2 mois. Maison d'édition belge, Maelstrom, donc c'était il y a 2 mois. Juste, elle a même ajouté avec les événements récents, voilà, certains poèmes évoquent la situation actuelle de l'Iran. On s'est rencontrés avec Martha plutôt autour des luttes contre les violences faites aux personnes, aux femmes en particulier, et puis par les scènes poétiques et par une profonde amitié qui nous a liés. Elle vient régulièrement, en tout cas à Angers, on a fait plusieurs actions ensemble. On était tout à l'heure au lycée Chevrolier, auprès de 90 étudiants, 3 classes. Gros impact à chaque fois pour celles et ceux qui croisent son regard, sa voix, toute sa personne et qui entendent ses mots. Donc le mieux, c'est que vous la découvriez, je laisse après la main, et elle vous dévoilera elle-même après, petit à petit, son histoire, au travers de ses mots, et puis elle ajoutera voilà, ce que je n'ai pas dit. Donc maintenant, c'est à moi. Donc moi j'ai la charge de présenter Semouz Aktekin, qui est né en 1964 dans un petit village kurde au sud de la Turquie. C'est un village de montagne où il n'y avait pas de télévision, pas de voiture, et il y avait seulement 2 villageois qui parlaient turc qui lisaient. Voilà, donc c'est une enfance un petit peu de sauvageon, mais l'État turc qui interdisait la langue kurde a voulu alphabétiser les petits Kurdes, donc ils ont envoyé un instituteur
Et tu as été un des premiers à bénéficier de l'éducation turque, donc, voilà, dans le Kurdistan turc. Bon, le kurde est une langue qui était interdite. Bon, mais je pense que là, nous avons deux personnes qui représentent des minorités persécutées depuis de très très longtemps. C'est peut-être ça aussi qui nous a fait les inviter tous les deux. Parce que bon, nous sommes deux. Les femmes, c'est beaucoup plus longtemps que nous. Les femmes, c'est plus longtemps, oui. Ouais. Donc voilà, il ne faut jamais oublier ça. Donc dans la vie de Sémous, il y a deux personnes, son père surtout, bon, qui lui a donné une façon de vivre un peu dans la sagesse, malgré tout ce qu'il a supporté. Bon, c'est un homme qui est assez résilient, puisque c'est le mot qu'on emploie pour ça. Il est arrivé en France à la suite de son frère. Son frère l'avait précédé d'une dizaine d'années. Et bon, lui, par contre, c'est pas une expulsion, c'est un choix. Il est arrivé en France et il s'est installé en Lorraine, en 87, je crois. Et là, il est resté 2 ans en Lorraine. Il avait suivi à Ankara des études de journalisme et des études d'audiovisuel. Donc, arrivé en Lorraine, il a continué ses études. Puis ensuite, à Paris, là, il a fait des études de cinéma. Mais malheureusement, il a commencé à écrire des poèmes. Et heureusement, il eut du succès tout de suite. Voilà, donc il a arrêté ses études de cinéma et il s'est consacré entièrement à la poésie à partir de ce moment-là. Donc en très peu de temps, il possède la langue française et il écrit en français directement en français. Donc il possède aussi le kurde et le turc, mais ce sont des manuscrits qui restent dans les tiroirs pour l'instant. Il va falloir que tu nous en parles après. Pourquoi ces manuscrits restent dans les tiroirs alors que tous les livres sont publiés en français et il y en a très peu qui sont traduits. Voilà. Donc ensuite, quand même pour le présenter complètement, il fait la même chose que Lamiel dans le 18e arrondissement à Paris. Donc il dirige avec un petit collectif une compagnie culturelle qui s'appelle la Compagnie Résonance, qui fait venir des auteurs régulièrement, qui anime des séances de théâtre, de danse, enfin bon, tout un foyer culturel dans le 18e arrondissement. Et tu fais ça avec Naïma Tayeb. Si vous tapez Compagnie Résonance ou Poète en Résonance, vous verrez. Ils sont publiés sur Facebook et Instagram et compagnie. C'est une compagnie qui a 25 années d'existence. Voilà. Moi, ce qui m'a frappé d'abord, c'est un mot. On a discuté ensemble et on a parlé d'étranger. Il m'a dit les Kurdes ils connaissent pas le mot étranger. C'est un mot qui n'existe pas dans la langue kurde. On dit connu ou inconnu. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'exclusion. Parce que ce qui est inconnu, on va le connaître. Alors qu'étranger, on peut toujours le laisser de côté. Donc, Sémous, je ne compte pas le nombre de livres que tu as écrits et qui ont été publiés. Je ne compte pas non plus le nombre de prix de poésie que tu as chapardé, avec ou sans ton consentement, parce que la plupart du temps c'est sans son consentement. Il y a pratiquement tous les prix de poésie de langue française, que ce soit en France ou au Canada, enfin partout. Donc, mais sans le vouloir en plus. Oui. C'est voilà, les pères comme ça qui nous retrouvent et qui disent non, ils nous affublent d'eux. Les livres de Sémous, sont des livres plutôt de sagesse. Donc c'est un des seuls poètes chez qui la philosophie a beaucoup d'importance. C'est surprenant, moi c'est quand je suis allé le voir au logis, il y avait 2 bouquins sur sa table, et c'était pas des bouquins de poésie. Il y avait Spinoza et Platon. Donc moi ça m'étonne, parce que c'est le premier poète que je vois lire Spinoza. Déjà, les philosophes ont du mal avec Spinoza, donc alors les poètes, je ne vous dis pas. Donc c'est un poète un peu atypique. Il a une connaissance universelle de ce qui est écrit, notamment des grands mythes. Là, tu as des mythes de tous les pays du monde. On a parlé de Mircea Eliade, on a parlé du Galgamèche, on a parlé de Bhagavad-gītā. Enfin, ça, je ne pense pas. Mahabharata. Voilà, c'est ça. Moi, je le fais dans le désordre. C'est Maha, c'est un peu presque comme Maga.
Maha, c'est grand. Et Bharata, histoire. C'est la grande histoire. Vous connaissez la légende indienne. Mahabharata, ouais. Voilà, donc une présentation un peu succincte, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus à dire que ça sur chacun d'eux. Et on va vous laisser en compagnie d'abord de Barbara, et puis ensuite, Seamus nous fera une lecture aussi. Et puis on commencera à discuter de la langue, de la poésie, que pleut la poésie, pour deux exilés, l'un volontaire, l'autre involontaire. Voilà. Merci. Bonsoir, merci d'être venu. J'ai beaucoup de choses à dire, mais on va commencer par la poésie. Juste, je voudrais dire quelques mots sur les traducteurs et traductrices. Désolée, je ne parle pas bien français, je suis en train d'apprendre, mais sur mon situation, parce que j'étais toujours contre, je suis toujours active contre le régime actuel d'Iran. J'ai reçu pas mal de menaces. Et après, je vais raconter le détail sur mon parcours. Mais sur ça, les traducteurs et traductrices de ce livre, ils ont décidé de rester inconnus. Et pour moi, c'était très dur dans un pays libre, en France, de travailler en tant qu'inconnu pour une chose simple, traduire la poésie. Voilà, je voudrais dire ça. Et je vais vous lire un poème en persan. مرا در آغوش بگیر مرا در آغوش بگیر مرا در آغوش بگیر که زبانم به هر کلام دیگری بسته است به من بگو قبل از آن که در تمام خیابان‌های غربت گریه کنیم به چه زبانی حرف می‌زدم به من بگو قبل از دیدن آن همه گور جوان با دهانهای باز به کدام زبان میگفتم دوستت دارم همزاد هم سرنوشت که پیش از تولدم در اولین خواب من بودی بگو کی به دنیا آمدیم که مادرم میگوید زمان قتل عام کبوترها بود از ماه خون میچکید ستاره ها سرخ بودند و صدای جیغ زنها تا صبح ادامه داشت بگو در کدام جغرافیای بی جهت به دنیا آمدیم که ترس مثل حفره‌ای سیاه تا ابد در چشمهایمان جا خوش کرده است در قلبم خون لخته بسته بگو چرا تا چشمهایم را روی هم میگذارم پرنده ها مثل برگ پاییز بر زمین میریزند و دختری در میانه مرداد آنقدر سردش است که حتی در آتش دستان تو باز سردش است مرا در آغوش بگیر مرا ببوس در تنم جنگ است هر کجای جهان کسی گریه می کند در من برجی فرو می ریزد که خون در قلبم لخته بسته است و انگار باید بار اندوه تمام آدمها را من به تنهایی مرا در آغوش بگیر سرم را از فکر خالی کن از تصویر خالی کن جای شلاق‌هایی که تو خورده ای بر پوست نازک من می سوزد کسی در اتاق به تاریکی به جیغ‌های من خود ارضایی می کند کلماتم را از من دزدیده اند مرا در آغوش بگیر بگذار جهان در آغوشت از هر چه غیر از تو اعلام آتش بس کند Le poème s'intitule « Prends-moi dans tes bras ». Prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras. Ma langue est scellée à tout autre mot. Dis-moi, avant que nous pleurions dans les routes de l'exil, dans quelle langue je te disais « je t'aime »
Dis-moi, avant de voir tant de jeunes tombes aux bouches ouvertes, dans quelle langue je disais je t'aime? Mon double, mon semblable, mon compagnon de devoir. Toi qui étais là, avant même ma naissance, dis-moi, quand sommes-nous nés? Ma mère dit que c'était au temps du massacre des colombes. Du sang coulait de la lune. Les étoiles étaient rouges. Le cri des femmes ont duré jusqu'à l'aube. Dis-moi, dans quelle géographie absurde nous sommes nés? Là où la peur, comme un trou noir, s'est installé à jamais dans nos yeux. Le sang a coagulé dans mon cœur. Dis-moi pourquoi, chaque fois que je ferme les yeux, les oiseaux tombent comme les feuilles d'automne. Et pourquoi une fille, au cœur du mois d'août, a si froid que même dans les flammes de tes mains, elle reste glacée. Prends-moi dans tes bras, embrasse-moi. Dans mon corps, il y a la guerre. Partout dans le monde, quelqu'un pleure. En moi, une tour s'effondre. Le sang a coagulé dans mon cœur. Et il me semble que je dois porter seul le poids de toutes les douleurs humaines. Prends-moi dans tes bras, vide ma tête, efface les images. Là où les coups de fouet que tu as reçus brûlent sur ma peau fragile. Quelqu'un dans l'obscurité de la chambre se masturbe sur mes cris. On m'a volé mes mots. Prends-moi dans tes bras, laisse le monde dans tes bras déclarer un cessez-le-feu contre tout ce qui n'est pas toi. Pour mieux te connaître et parce que je sais que tu as très envie aussi de raconter ton histoire, est-ce que tu peux nous raconter, alors que tu adores et tu aimes par-dessus tout l'Iran, ton pays, pourquoi tu as dû le quitter et qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à nous, ici, là, en France? Voilà, maintenant que je te parlais, je dois encore dire désolée tout d'abord pour mes erreurs en français. Votre langue est très riche, mais en même temps très très difficile que ma langue maternelle. Par exemple, dans ma langue maternelle, ça n'existe pas article féminin masculin. La méthode de conjugaison, c'est complètement différent. L'écriture, vous écrivez beaucoup de lettres, vous ne lisez pas. Et il y a 8 ans que je suis en France, mais vraiment il y a 5 ans que j'ai décidé d'apprendre la langue, pas temps plein, parce que je suis toujours occupée avec mon pays, je suis très active dans le diaspora iranienne. Aussi, j'écris en persan. Il y a quelques mois que je commençais à écrire directement en français, mais j'adore, j'ai hâte, mais en même temps j'ai honte. J'ai un sentiment comme une personne mariée qu'elle est en train de tromper son amoureux. Toujours je demande d'excuses à ma langue maternelle, alors que j'adore la langue française. Et peut-être certains d'entre vous, vous étiez là l'année dernière, moi je raconte toujours cette histoire. Je suis arrivée en France, je suis allée dans une boulangerie pour acheter une baguette. Pour la forme, j'étais sûre que c'est masculin. Alors que c'est féminin. C'est pour ça que c'est difficile pour moi d'apprendre, mais doucement, doucement. Moi, comme Karine elle a dit, je suis née dans une famille opposante. Mon père, il était prisonnier politique. Mon premier souvenir de mon enfance, j'avais 5 ans. Ils ont arrêté mon père et ils ont ramené mon père à la maison avec une chemise blanche, avec beaucoup de taches de sang, de torture. Mon père, il était sportif, il avait une grande moustache comme tous les communistes. Moi, j'étais amoureuse de son moustache à 5 ans, j'avais 5 ans. Et ses mains, ils ont été menottés. Ça, c'est mon premier souvenir bien clair de mon enfance. Il avait envie de caresser mes cheveux, mais il n'a jamais réussi. Et quand il a sorti de prison, il n'était pas du tout mon père. Il était un vieil homme
Il a perdu toutes ses dents sur le torture. Il était avec les grands barbes blancs et ses cheveux blancs. Et moi, je pense que pour moi, ça commence par là d'être un petit peu folle et tête dans l'air et trouver un refuge comme la poésie. J'ai commencé d'écrire la poésie quand j'avais 8 ans. Un jour, ma mère, elle m'a demandé alors quel est ton métier en futur? Je lui disais, je suis un poète et écrivain. Mais c'était pas très sérieux pour moi jusqu'à 15 ans. À 15 ans, j'ai devenu un petit peu une jeune femme et j'avais envie de jouer le foot dans l'Euro avec les garçons, mais c'était interdit pour moi, pas de la part de ma famille, de la part de société. J'étais obligée de cacher ma poitrine, mon corps féminin. Et vraiment, depuis de cet âge, la poésie pour moi c'est un refuge, c'est une manière de parler sur toutes les limites. J'ai arrêté plusieurs fois en Iran. Première fois, j'avais 17 ans. J'avais écrit un poème contre le guide suprême d'Iran, qu'heureusement il y a quelques jours qu'il était tué. Et la directrice de notre lycée en Iran, dans toutes les écoles, les directrices, elle doit être au directeur, elle doit être fidèle au régime. Elle a cherché dans mon sac, elle a trouvé mon cahier de poésie, elle a lu mon poème. Après 2 ans, elle a annoncé mon nom et il y a 2 grands hommes, ils m'ont arrêté. Et j'ai arrêté pour mes activités contre le régime, mais j'avais jamais armé. Moi, j'avais toujours un stylo et des papiers. Et j'ai travaillé en Iran avec un groupe féministe. Elle s'appelle Campaign 1 million de signatures pour avoir 1 million de signatures pour changer la loi islamique contre les femmes. On n'a jamais réussi. Mais pour ça aussi, j'étais arrêtée. Et pourquoi je décidais, c'est pas décidé, j'ai obligé de quitter mon pays. J'ai été invitée pour un festival de poésie comme ce soir, une chose simple au sud d'Iran. J'ai décidé d'aller avec ma fille. Ma fille, elle avait 6 ans. J'ai jamais porté le voile. Il y a un homme fidèle, un homme de parti de gardien de révolution, on dit c'est pas Pastaran. Il m'a approché, il m'a demandé, il est où ton voile? Je lui disais, j'accepte jamais. Et il m'a attaqué, il a cassé ma tête. Il y a une photo de moi, ça diffusait sur les réseaux sociaux. Si vous tapez mon nom et mon prénom, vous pouvez voir. Je vous propose pas, c'est très violent. Mais c'est mon visage avec plein de sang. Et après cette attaque, ils m'ont ramené au tribunal. Moi, je disais que c'est moi que je dois donner mon porte-plainte. Ils me disaient non, c'est à cause de toi, parce que tu es rebelle, tu n'acceptes jamais les voiles. Les hommes, les pauvres, ils ne peuvent pas contrôler leurs désirs, leur envie devant une femme rebelle comme toi. Tu dois écrire, tu dois signer un papier, tu dois écrire que je suis désolée, c'est mon dernière fois et tu dois promis de ne pas écrire les poèmes, sinon on t'envoie encore en prison, mais cette fois-ci avec ta fille. Bien sûr, j'ai accepté tout de suite. J'ai signé le papier, après nous sommes allés au hôpital. Mais après cette histoire, je disais à moi-même, non, c'est pas possible vraiment de rester vivant ici, parce qu'ils m'ont demandé encore pour aller en prison 4 ans. Je quittais l'Iran illégalement. Nous sommes allés en Turquie avec ma fille. À Turquie, j'ai réussi d'avoir un visa de la part de l'Italie. Nous sommes allés en Italie. En Italie, il y a une association pour demandeurs d'asile. Ils m'ont dit que tu es sur la liste de noms des gens les gouvernements iraniens, ils ont demandé. À cette époque, l'Italie avait une très bonne relation avec le président Rouhani, un ancien président d'Iran.
Et ils me disaient qu'il faut que tu quittes l'Italie le plus rapide que possible. Ben moi, j'ai acheté 2 billets pour Paris. Je suis arrivée à Paris par hasard. Mais j'étais admirative pour la culture française, pour la littérature française. J'avais lu beaucoup de livres français, mais tous en persan. Je ne connaissais pas du tout le mot français, la langue française, pas du tout. Personne à Paris avec une fille. Mais je décidais de rester en France. On était 12 ans et 7 mois dans un camp réfugié au sud de Paris. J'aimerais bien vraiment sensibiliser les gens sur cette histoire parce que c'est une situation très difficile dans une chambre de 6 mètres carrés, sans toilette, sans salle de bain, sans autorisation de cuisine, sans salle de cuisine et sans réfrigérateur, même un réfrigérateur. On était 2 ans et 7 mois là-bas et après, petit à petit, je commençais de trouver mon chemin de ma vie. J'ai jamais trouvé un tapis rouge, surtout sur la démarche administrative. C'est catastrophique. Mais avec les gens en France, maintenant je me trouve ici comme un 2e pays, comme un refuge, comme une 2e mère pour moi. Et je suis en train de commencer et continuer ma vie poétique, littéraire. L'Iran illégalement. Moi aussi, j'ai quitté avec aide d'une amie kurde et ça, vraiment, on a la même douleur, même histoire, je pense. Alors que vous êtes plus courageux. Nous sommes un peuple de contrebandiers. Ça, on le sait. Ben, merci en tout cas. Merci d'être là. Merci. Mahtab veut dire ciel étoilé. Donc, voilà. Merci, Mahtab. C'est ciel étoilé, hein, n'est-ce pas? C'est ça? Clair de lune. Clair de lune? Et nous, on utilise ça pour le ciel étoilé. Ah bon? Oui. Ah bah, bon. ça c'est génial aussi. Comment ça lie avec le ciel? Les mots voyagent oui. Et prennent les couleurs des géographies où ils se retrouvent. En tout cas, merci beaucoup. Merci de votre présence, merci de votre accueil, merci de la présentation de Jackie. Puisque c'est un peu politico, poético et révolutionnaire, tout ça, nous sommes dans un pays de manifestes. Moi aussi, j'ai commis un manifeste. Pourquoi lire et pourquoi écrire de la poésie? Donc, sortir de la vie. Ça commence par les pyramides et même avant. Ça continue par les arènes, les colisées, les châteaux. Ça continue par les usines, les gratte-ciel, les bombes et les variantes, les fusées et les explosions, les machines les plus puissantes, les vaisseaux les plus grands. Ça continue sur les terres, les mers, dans les airs, au plus vite, au plus loin. Parce que l'homme se cherche toujours ailleurs, loin de lui, très peu en lui-même. La poésie et la création offrent la possibilité d'arrêter cette recherche effrénée de son devenir hors de soi, de couper court à cette soif de puissance, puissance qui ne peut être que relative, qui est à la merci de la moindre surpuissance, serait-ce illusoire. Parce qu'à n'importe quel virage, une force plus grande peut surgir devant le puissant et le mettre en doute, en déroute. Faites de votre vie un chef-d'œuvre, conseillait un penseur. Être conscient que la vie trouve sa mesure en elle-même, qu'elle peut se transformer en chef-d'œuvre, et qu'elle n'a besoin ni des pierres d'Éthiopie, ni des milliers d'esclaves et de cadavres afin de s'ériger tombeaux et monuments pour s'imaginer grandeur et éternité. Qu'on peut s'édifier à partir de ses propres ressources et que cette faculté est à la portée de tous. La poésie, la création sont la revendication du potentiel d'édification de chacun. Non pas dominer l'autre, l'écraser de sa force et de sa grandeur, mais ne pas le laisser prendre le pouvoir sur soi,
la poésie, la création, c'est instaurer avec l'autre un rapport d'égalité, d'échange et de découverte pour sortir de la logique du pouvoir fondée sur l'invasion et la soumission. Le pouvoir n'accepte pas l'égalité. Allez dire à ceux qui se considèrent comme les maîtres que vous êtes leur égal. Ils ne vous riront même pas au nez, ils ne vous verront même pas. Ils n'ont aucune envie qu'on ternisse leur éclat, ils ont horreur qu'on les égale. C'est une autre logique. Le pouvoir a besoin d'exister par ses temples et bâtisses. Il a besoin d'esclaves et d'adorateurs. Il veut être servi et adulé. Le sommet de la pyramide ne tolère qu'une seule pierre, et le pouvoir et ses détenteurs veulent être cette pierre-là, la pierre, l'unique, le sommet. Et ne saurait accepter que chacun se voit capable de devenir sommet, ou encore que les pierres s'éparpillent et qu'il n'y ait plus de pyramide. Que chaque pierre se déclare pyramide, se déclare monde. Le pouvoir et les puissants ne veulent pas se perdre parmi la multitude des pierres. Ils veulent trôner sur elles seuls, ou bien tenir les pierres entre leurs mains pour qu'elles ne s'alignent que selon leur volonté et leurs intérêts. La poésie, la création, c'est insuffler cette énergie aux pierres que nous sommes. Chaque pierre peut se donner les moyens d'être pyramide, devenir un univers à elle seule. Ce n'est pas en se plaçant au-dessus des autres qu'elle existe, mais ni en les écrasant, mais en étant à côté des autres, dans le voisinage des autres. Dans la tradition, il est dit d'Abraham qu'il était une nation à lui seul. La poésie, la création, c'est inviter chacun à réaliser cette plénitude dans sa vie et dans sa personne. N'est-il pas dit aussi dans les livres sacrés que l'humain a été créé à l'image de Dieu? La poésie consiste à revendiquer cette ressemblance pour chacun des êtres, à retrouver cette égalité première devant l'image et ne plus la perdre en route. Et le poète et l'artiste n'est pas là pour dire « Regardez-moi, admirez-moi, c'est moi le voleur de feu ». Il se confondrait alors avec des gourous de la pire espèce. Mais à l'inverse, il œuvre à une prise de conscience, à ce que chacun élargisse ses possibilités et puisse voler de son propre feu. Les anciens parlant de l'alchimie considéraient comme vulgaire l'opération qui consisterait à transformer la terre en or. Pour eux, la véritable alchimie devait s'opérer chez l'humain qui, issu de la boue, pouvait devenir l'égal des dieux. Le combat à livrer est donc bien contre cette course, contre l'abrutissement à grande échelle qu'elle provoque. Course que chacun mène à son niveau à l'or, aux richesses, au pouvoir, qui constituent autant de leurres pour l'impétrant, qui sont autant de gouffres pour la vie des autres. Être ou ne pas être, telle est la question, n'est-ce pas? Alors, soyez d'une telle manière qu'on ne puisse pas couvrir et cacher votre existence d'un simple rideau de fumée, de 3 jolies images, de 3 sous mal assortis. Soyez de telle manière qu'on ne puisse pas vous nier le droit à l'existence. Soyez de telle manière que votre destruction ne soit pas possible par les puissants et les pouvoirs, que ne soit plus possible le mépris des uns pour les autres, que nul ne puisse être effacé par plus fort que lui, que le Sud ne soit plus maltraité par le Nord, l'Orient par l'Occident et vice-versa. Que le noir ne soit pas méprisé par le blanc, que la femme ne soit pas humiliée par l'homme, que le modeste employé ne puisse être écrasé par le riche surdominant, que notre étroit cerveau ne puisse être broyé par de grosses machines à décerveler. Bien sûr que c'est utopique. Mais sous prétexte que c'est utopique, laisserions-nous nos vies, notre devenir entre les mains du pouvoir et des puissants qui en useraient et en abuseraient tant qu'ils ne rencontreraient de résistance? C'est utopique, mais nous pouvons au moins nous poser en obstacle devant leur marche, devant leur appétit vorace, les entraver à défaut de pouvoir les arrêter. C'est utopique, mais pour moi, la poésie est cette utopie. Cet entêtement à ne pas se résigner devant l'injustice, à ne pas abdiquer face au pouvoir. Dire qu'une autre manière de vivre doit être possible, qu'une autre façon d'exister ensemble doit être possible, non plus une poésie dans les marges, dans les périphéries, mais une poésie au centre des choses, au cœur des êtres. Revendiquer et assumer la centralité de la poésie, de la création dans la vie des êtres, afin qu'à leur tour, les êtres puissent apprécier l'étendue des possibilités qu'offrent la poésie et la création pour une refondation complète de leur vie. En servant d'exemple les uns aux autres, en vivant dans notre propre chair ce qu'on dit à l'autre.
Une mère souffre de la boulimie particulière de son fils. Il n'arrête pas de manger du miel et elle ne sait plus comment faire face. Ces maigres richesses sont toutes englouties par cet appétit de luxe. Remontrance, conseil étant resté sans effet et ne sachant plus comment s'y prendre, elle le présente aux sages de la contrée pour chercher secours. Après avoir écouté les doléances de la mère, le sage lui dit de retourner chez elle et de revenir 40 jours après. Quand ils reviennent après ce délai, le sage place le fils face à lui et lui demande simplement de ne plus manger de miel. La mère, dubitative quant à l'efficacité de ses paroles, repart avec son fils sans rien dire. Les jours passent et à son grand étonnement, son fils n'a plus trace de cet appétit qui a failli provoquer leur ruine. Elle veut retourner chez le sage et apprendre le secret de cette parole dont elle n'avait pas pris la mesure et qui a transformé son fils. Quand j'ai exigé le délai de 40 jours, lui répond le sage, c'était pour mettre à l'épreuve de la privation ma propre envie de miel que j'avais du mal à réfréner. Durant ce délai, je n'en ai pas consommé, et c'est ainsi prémuni qu'à votre retour, j'ai pu dire à votre fils de n'en plus manger. Sortir des postures du paraître et ne donner à l'autre que ce qu'on a éprouvé dans son propre être. La poésie comme une manière, un état d'être donné en partage pour se défaire autant de nos servitudes intérieures que de celles qui s'imposent par l'extérieur. Le plus grand bien qu'on puisse faire aux puissants, c'est de les empêcher d'exercer leur domination sur nous, qu'on soit individu, groupe ou minorité. Et si on n'arrive pas à les en empêcher, de les fuir, de se forger des armes dans la fuite, comme disait un autre penseur. Mais ne jamais appliquer devant qui que ce soit. Être, rien de moins, rien de plus. Être simplement, mais fondamentalement, pour que l'autre ne puisse pas jouer avec notre existence. L'autre qui, en jouant avec la nôtre, met sa propre existence en danger. Ne pas devenir chien avec le chien, tyran avec le tyran, mais empêcher le chien de nous mordre et le tyran d'exercer sur nous sa tyrannie, en se plaçant à sa hauteur, en instaurant un rapport d'égalité qui le dissuaderait de toute tentative hasardeuse. Parce qu'un rapport d'égalité veut aussi dire une égale capacité de nuisance, et le puissant, tout puissant qu'il soit, le chien, tout chien qu'il soit, ont peur qu'on ne les morde à notre tour. La poésie est cette force de résistance que chacun peut, que chacun doit opposer à l'oppression pour une existence sans oppression entre les vivants, pour que l'avidité, la voracité des uns ne se transforme pas en gouffre, en tombeau pour tous. Pour qu'un rapport d'attention et d'amour puisse remplacer le rapport de mépris et de force qui continue de régir notre présent. Merci. Vous vous débrouillez avec ça. Ok, on se débrouille avec ça. Donc, sans transition. Martha, dans tes poèmes, la soif d'amour n'a d'égal que la soif de liberté, et les deux souvent se confondent dans des poèmes qu'on comprend à double sens la plupart du temps. Et ce qu'aimer, c'est pareil qu'aspirer à la liberté. Pour toi? Ah, bah oui, tout à fait. Pour moi, vraiment, peut-être parce que je suis grandie dans un pays totalitaire, je comprends bien la valeur de la liberté et aussi la valeur de l'amour libre. C'est pour ça l'amour et la liberté, pour moi, c'est le même sens. Parfois, en tant qu'une femme iranienne devant les femmes françaises, je dois expliquer un petit peu parce que nous, dans notre loi, malheureusement, la loi en Iran, c'est la loi islamique, toujours contre la liberté de femme, toujours contre la femme. Aussi, dans notre culture, que c'est une culture très riche de la poésie, mais il y a pas mal de limites sur l'existence des femmes, sur le corps de femmes et sur l'amour libre. C'est pour ça, pour moi, l'amour et la liberté, il y a la même valeur
et chacun se nécessite pour d'autres, si j'ai bien dit en français. Je fais un peu de questions en une. Sur ça, juste je rebondis et après je te le donne. C'est que il transparaît dans tes poèmes autant de soif de vivre et de joie et d'aspiration à la vie que de douleur et de souffrance reçue. Comment t'expliques que la douleur infligée ne t'ait pas brisée, mais que ça se soit transformé en force d'amour, de joie, de liberté? Moi, toujours, quand je regarde moi-même devant le miroir, je me disais qu'on se voit en femme, alors que c'est pas du tout comme ça. Moi, je suis une femme, mais je me sens vraiment 10 000 cadavres sur mon dos. Un pays bien en difficulté dans mon corps, une langue cachée dans ma bouche, et c'est parallèle pour moi. Il y a plusieurs façons de douleur, de joie, de l'amour, mais moi je suis un survivant. Et je rêve de mourir. Moi, vraiment, je retournais de la mort. Je viens de la mort. J'ai vu la mort, ma mort avec mes yeux. J'ai perdu beaucoup d'amis, poètes, écrivains en prison en Iran. J'ai vu avec mes yeux comment ils ont exécuté les gens dans la rue de mon pays en Iran. C'est pour ça que j'ai promis à moi-même de vivre à la place de tous les gens qui ont donné leur vie pour la liberté. Je promis à moi-même, dans n'importe quelle situation, garder mon sourire, et j'ai hâte pour la liberté dans mon pays. J'ai hâte pour voir un monde vraiment égal entre femmes et hommes. Un monde égal, avec une égalité pour toutes les choses, vraiment, même ici en France, que pour moi c'était le pays de la droit de l'homme, de la liberté. J'ai vu pas mal des inégalités entre les femmes et les hommes, aussi entre tout le monde, par rapport à l'argent, par rapport à la situation financière, même, ça c'est mes rêves, de vivre dans un monde comme ça, de voir le monde vraiment égal. Mais je sais qu'on est très loin de ça. C'est pour ça que j'ai promis à moi-même de rester toujours vivant, bien vivant. Et aussi, je suis folle de la vie. J'adore. Sémous, quel est le prix à payer pour la liberté? C'est ce que dit Martha. Hein. C'est que je disais que on ne peut pas condamner à l'imaginaire d'il y a 1500 ans, 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans, l'ensemble de l'humanité. Et malheureusement, ce qu'on appelle les religions du livre, ils se sont figés un peu dans le temps, et ils condamnent l'ensemble de l'humanité à l'imaginaire d'un peuple qui vivait dans un semi-désert. Ce qu'ils avaient glané, ils ont construit à partir de ce qu'ils avaient glané entre les centres culturels de l'époque, le centre civilisationnel de l'époque, c'est-à-dire l'Égypte et la Mésopotamie. Donc ils ont construit ce qu'on appelle le livre, les livres révélés. Et ces civilisations ayant disparu, il ne nous reste de la grandeur du passé que ces miettes-là. On ne peut pas condamner l'ensemble de l'humanité à ces miettes de sagesse. On doit pouvoir les dépasser. Mais pour ça, il faudrait que l'Orient sorte de ses limites et que l'Occident ne retombe pas dans ses travers. Et malheureusement, les limites de l'Orient sont en train de nouveau... nous n'avons jamais réussi à sortir de nos limites en Orient, et l'Occident est de nouveau en train de perdre la tête, qui fait que c'est une époque
très douloureuse pour nous. Je disais que, parce que Jackie parlait des textes anciens et des mythes et compagnie, ayant fait le tour un peu de tous ces textes fondateurs, je me suis dit, mais ça serait pas mal que je lise aussi le Coran et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que c'est des textes qu'on fréquente, mais qu'on ne les lit pas vraiment. Et je me suis replongé donc dans la lecture de ces textes-là. Et c'est par là que ça saute aux yeux. Je me dis que ça veut dire que dans l'histoire de notre région, nous n'avons jamais osé lire ces textes-là. Parce que les gens qui lisaient payaient de leur vie. C'était un texte imposé, une compréhension de ces textes imposés, et celui qui sortait un peu de la ligne, mais payait par sa vie. Vous connaissez peut-être l'histoire de Hallaj, Hallaj Mansour. Il y a beaucoup d'autres martyrs comme ça de la pensée. Et il y a Saint Paul sur qui j'ai un peu un fou qui était sur le chemin du Damas. Il a cru avoir croisé, n'est-ce pas, vous connaissez l'histoire. Là, il y a eu l'apparition. Bon, mais cette apparition-là qui fait que il est passé devant tous les autres apôtres, et c'est lui qui est un peu le fondateur de la chrétienté. À un moment, il est repris, il est arrêté par les soldats romains. Les soldats romains ils voient qu'il y a des désordres dans cette région et que lui, il est en train un des meneurs, donc il l'arrête. Et il risque beaucoup de torture et peut-être il risque d'y laisser la vie. Saint Paul donc leur dit, vous ne pouvez pas me faire subir ça parce que je suis un citoyen romain. Il y a 2000 ans, quelqu'un, dans la géographie actuelle d'Israël et de Palestine, peut dire ça aux militaires et il peut être entendu. Imaginez qu'il a été relâché, il n'a pas été torturé. J'ai dit aujourd'hui, 2000 ans après, dans aucun pays de la région là-bas, y compris Israël, on ne peut pas dire « moi je suis citoyen de ce pays, vous ne pouvez pas me faire ça ». On ne peut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a 5000 ans d'histoire qui nous séparent. Nous ne sommes pas encore entrés dans l'humanité. Je disais que ce n'est qu'à travers l'attention à l'autre qu'on entre dans l'humanité, et cette attention à l'autre, nous ne l'avons toujours pas. Nous allons peut-être quitter la scène de cette planète, et nous ne serons toujours pas entrés dans l'humanité. Là, c'est quelque chose qui me blesse le cœur, c'est quelque chose que, voilà, on essaie de porter de notre mieux, mais c'est limite où chacun s'enferme dans ses certitudes et essaye de les imposer aux autres sans passer par la raison, sans passer par la loi. Là, c'est un peu la chose qui signera notre fin. Donc, si vous avez un peu les bonnes volontés, il y avait qui? Les hommes de bonne volonté, c'était qui? S'il y a des hommes de bonne volonté, des femmes de bonne volonté, unissons nos forces pour sortir de cette folie qui nous tire vers l'abîme. Sortir de l'abîme, sortons de l'abîme. Vous savez tous ce que peut la poésie et ce qu'elle ne peut pas. On va peut-être entendre quelques poèmes. Quelques poèmes. Ouais. Martha, tu relis un peu de poèmes ou... Oui. S'il te plaît. On va dire dans quel sens. Mais est-ce que c'est encore intéressant pour vous d'entendre en persan? Oui, bien sûr. Oui. Et toi, parce que tu connais quand même pas mal de mots en persan. Voilà, je comprends. Voleur de mots. Je vais vous dire juste le nom du titre de poème.
Je voulais dire, dans quel cimetière allez-vous m'enterrer? مرا در کدام گورستان به خاک خواهید سپرد؟ تمام گورستان‌های دنیا برای من کوچک است. من زنی شاعر در زیبایی شگفت‌انگیز پاریس نیستم. دختری نشسته بر پله‌های لرزان یوسف آباد نیستم. عروسکی هستم به جا مانده میان آتش و آهن و تن. فریادم در سینه مادری که بر سنگ گور پسرش سینه هفتم را می‌گذارد. ناتمامی هوشیاری بر تخت شکنجه‌ام. آخرین نگاه اعدامی به آخرین ستاره شب. بوسه خداحافظیم در ازدحام خیابان ممنوع. عطر پرتقالم در شب یلدای شاعری زندانی. آواره جنگم با جسدی بر پشت و کودکی در آغوش. زبان مادریم در اردوگاه پناهندگی. امیدم در کانتینری پشت مرز که شب را خفه می شود. سکوتم به نیمه شب تنهایی زنی که در چهار راه غربت زبان خریدارانش را نمی داند. سرزمین کسی هستم در گوشه‌ای از چمدان تبعیدش. شرمساری تاریخم که خنده بر لب هیچ کودکی نبودم. که هزار زندگی نیمه کارم. مرا در کدام گورستان به خاک خواهید سپرد؟ تمام گورستان‌های دنیا برای من کوچکند. Version actualisée. Youssef Abad, donc, c'est un quartier au nord de Téhéran. Ah oui, la table de Afn Sin, c'est ça, oui. Est une tradition du Nouvel An. Oui, Nowruz, c'est la fête principale en Iran. La deuxième, t'en parlera, mais Regan, ouais, on vous réserve une petite surprise. Un mot que j'ai appris la semaine dernière, en persan, magnifique. Il se trouve que c'est la deuxième fête la plus connue de l'année en Iran, le 2 octobre, date anniversaire de Marsa. On vous réserve la surprise tout à l'heure. Oui, donc la table de Nowruz, elle est composée de 7 éléments symboliques dont le nom commence par la lettre S, représentant la vie, le renouveau et l'espoir. La pomme rouge en est le symbole, et le symbole de l'amour. Effectivement, donc je passe. Lorsqu'un enfant meurt dans une famille, la première année, la famille installe la table de Afn Sin sur la tombe de l'enfant pour partager effectivement Nowruz avec lui. Donc la pomme de Nowruz, c'est un des 7 éléments sur la tombe du fils la première année de sa mort. Yalda, c'est la nuit la plus longue de l'année. Solstice d'hiver. Oui, au fait. Solstice d'hiver, ouais. Solstice d'hiver, Yalda. Dans quel cimetière allez-vous m'enterrer? Dans quel cimetière allez-vous m'enterrer? Tous les cimetières du monde sont petits pour moi. Je ne suis pas une poète fascinée par la beauté étonnante de Paris. Je ne suis pas la jeune fille assise dans l'escalier délabré d'une maison à Youssef Abad. Je suis une poupée jetée au milieu des flammes, des ferrailles et des corps déchiquetés. Je suis le cri d'une mère qui pose la 7e Sin sur la tombe de son fils. Je suis la défaillance de la conscience sur le lit de torture. Le dernier regard d'un condamné à mort vers la dernière étoile. Le baiser d'adieu dans le flot de la rue interdite. Le parfum d'orange dans la longue nuit du poète en prison. La réfugiée de guerre
portant un cadavre sur le dos et un enfant dans les bras. La langue maternelle dans le camp des réfugiés. L'espoir caché dans un transporteur derrière la frontière qui s'éteint à la tombée de la nuit. Le silence nocturne de solitude d'une femme au carrefour de l'exil qui ne connaît pas la langue de ses clients. La patrie de quelqu'un dans un coin de sa valise. La honte de l'histoire de n'avoir jamais vu un sourire sur les lèvres d'un enfant. Je suis 1000 vies inachevées. Dans quel cimetière allez-vous m'enterrer ? Tous les cimetières du monde sont petits pour moi. Sémous, tu peux nous dire quelque chose aussi ? Quelques extraits de commencement. J'ai combien de minutes? Le temps que tu veux, tu sais. Vous battez vos cordillères. Bon. Viens dire ton mot. Dans une goutte qui te deviendra œil, deviendra tombeau. Pour redire le départ, devant les arbres qui naissent sans raison, disparaissent une fois toute raison épuisée, dans l'effritement d'une mère astiquant les os de ses petits, qui ne rient pas au bon endroit, alors que je m'installe du biais, dans mon souffle perturbé. Dans le son que je déplie, de mes fils à mes aïeux, que tu engloutiras à l'un de tes retours, pour te réintroduire dans la durée. Tes pitances qu'Avril déposera devant Mars, qui se prend pour une garce, et va se perdre dans les dunes, tantôt neige, tantôt sable, qui resteront croûtes sur la peau endolorie de février. Tes paix qu'un octobre déposera sur la tête d'un chauve, qui ira se pendre à l'entrée d'un décembre, tout en ignorant le passé d'un janvier et l'avenir d'un septembre, que tu rateras d'une patte pour balbutier le rien qui s'agglutine sur ta langue, en couper l'aile qui poussera, cacher la tête qui en surgira, qu'il faudra nommer à la fin, dans le désordre qui règne entre la vue et le mot, devant les fleurs sans tige qui effacent mes mains de leurs pétales. Mais commençons par battre l'air, par l'abattre au surgissement de sa corne, vider les ventres de leur charge, pour qu'ils passent par le murmure et ravivent les langues. Promis, nous enflammerons le jaune et la verdure des mages. Nous nous frotterons contre ta tombe, comme si nous étions seuls au monde, seuls avec toi, seuls sans toi dans le monde, sans nous demander ce qui existera à la fin du regard et ravira l'œil au fond de sa tombe. Où débarqueras-tu avec tes mères? Sur quelle rive les atterreras-tu? De quelle tête les accoucheras-tu? De quel vaudou? De quel veau d'or? Apolline errera dans la subtilité des narines, comme si elle pouvait retourner à son animal premier entre le voir et son revers, pour que diffère ce qu'on voit les yeux fermés de ce qu'on voit les yeux ouverts. Je veux partager le rire du monde, pour que surgisse de nulle part ce regard, une tortue sans aile qui ne pourra cacher son cours de tourterelle, devenir oreille, goûter la langue, refaire le sens, deux moitiés de lune sur tes mains, et le cœur battra sous la peau des choses. Roche bientôt arbre, feu bientôt bulle, rêve hors de son lit. Souffle condense la terre, dépouille les cendres, éparpille les vents, serre un peu plus loin, que nous chevaucherons d'une balle avant qu'il nous achève de ses doigts. Nous nous tapisserons de silence. L'eau trouvera ses raisons dans nos déambulations. Nous pousserons plus loin que le souffle de nos proies, prêtes à nous cueillir de l'autre côté de la tente, nous déposer devant la porte fermée d'une étoile avec nos fils de fourmis, nos langues de bison, pour régénérer dans les plaies le sang.
aussi dérisoire qu'un feu dans la nuit. Bras qui ne mesurera l'espace de sa chute et la simplicité de la neige, irrémédiablement hors de ma peau, qui reste à la surface de la chose. Les aiguilles de pin tiendront dans l'eau moins que mes ongles, qui deviendront racines. Un oiseau les emportera pour renforcer son nid, tandis que la chute du ciel sera retenue par la montée de la nuit. Disposer, préciser, marcher de dupe, polir d'une main, pouvoir dans l'autre, agir, écraser, disperser, bombe contre hache, contre fer, et des dents par milliers, rondeur des pierres et murs, visage par milliers, ovale des bœufs, pli des lettres, briques s'amoncellent sur des visages par milliers, polir d'une main, pouvoir dans l'autre, paupières s'effacent des visages par milliers, langue n'est plus que réminiscence des sables, chassés, fouillés, faufilés, cris et peurs condensent l'air, pillés d'une main, exécutés de l'autre, rates et foies se mêlent à la boue, ne remplissent cours ni gouffres, onir, pelés, grisés, mers déjà mortes, déserts déjà feu, des yeux débordent mers et dunes par milliers, polir d'une main, pouvoir dans l'autre, ventres et cervelles remplissent nos cauchemars, harponnés, ligotés, terrés, bouches et orbites au-dessus de nos caches, bras et jambes pour nos panses par milliers, polir d'une main, pouvoir dans l'autre. Pour chaque pli, un fil, chaque fente, une fenêtre en acier ou sur les chaises, calculer les cartes, enlever les écailles, disposer le fil, préciser l'œil. Une bouture par fente, boulangerie de la courante, qui s'arrête net devant le confiserie du Levant. Lièvre clignotera rouge, pain tombera dans le noir. Déterre les têtes, gobelet avec vents et mouches. Un rat, un piéton, un rat, un piéton, un rat, un piéton. Mobiles et oiseaux dispersent ailes et murmurent. Et le futur? Aujourd'hui, on ne mange pas. Demain non plus. Le Moyen-Âge non plus. Les perruques non plus. Les coussins et ceux qui s'y adossent non plus. Les sons qui passent de mes fenêtres à ma tête non plus. Remettre dans une main, feu dans l'autre. Disposer les cordes, préciser les chutes. Personne ne déposera sa tête dans la tombe d'à côté. Au milieu de nous, parfois le temps, qui se trompe de pont et de chemin. Et nous seuls, côté féroce, côté ensemble, pile et face, entre deux masses, les mers donneront couleur à leurs mots pour que le vent les emporte vers une vie qui nous déposera du bon côté du jeu. Fourbir, pouvoir, agir, paille n'est pas abri, œil n'est pas délivrance, marcher de dupe, marée contre chaussée, bâton contre pierre, contre feu, contre balle, étant jamais défini dans le tout, confond cri et bêlement dans la même tête, fini. Le secret déborde la bombe, brouille la hache, détourne le fer. Le temps que je devienne moi-même une pelure. Une question à vous deux. Bon, vous travaillez vos poèmes pour l'oralité, que ça vous représente. Est-ce que vous avez envisagé un jour qu'on puisse lire vos poèmes dans un silence? Dans le silence. Qu'est-ce que t'en dis, mon frère? J'espère bien. Mais le poème, c'est un rythme. Et je vous ai pas parlé, hein, je vous ai épargné mes débuts dans le français, comment je suis arrivé, par quel chemin, par quelle vicissitude et compagnie. Mais pour apprendre le français, parce que quand je suis arrivé en France, comme Martave, je ne parlais aucun mot de français. Vous imaginez ça? Il y avait juste bonjour et merci. Et merci. Voilà, et ça, vous l'utilisez aussi. Voilà, j'ai regardé une série qui s'appelle Téhéran, et là j'ai vu que les Iraniens utilisent couramment le merci. J'ai dit, bon, ça nous fait un point commun. Donc, donc bonjour et merci. Et après, à Nancy, j'ai suivi les cours à la faculté des lettres de Nancy, des cours pour débutants étrangers. Et au bout d'une année, donc, je suis venu m'installer à Paris. Et depuis, voilà, je n'ai pas bougé. Je dis, mes ancêtres ont suffisamment bougé pour que je me permette maintenant de m'installer. Hein? Personne ne viendra me dire pourquoi tu ne bouges pas. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai dit la contrebande, hein, c'est fait, c'est assuré toujours par les nôtres, hein, j'ai des cousins qui continuent. Donc voilà, mais pour apprendre le français, je suis passé très vite par
Le premier livre que j'ai trouvé, c'était chez Emmaüs. Donc moi j'ai grandi dans un village vraiment coupé de tout. Mes parents ne savaient même pas lire et écrire, l'école n'existait pas, les livres n'en parlons pas, donc qui fait que là on vivait, hein, t'as dit, comme des sauvages. Quand j'ai lu l'Odyssée l'Odyssée et l'Iliade, surtout l'Iliade de Homère, j'ai pris des feuilles et j'ai listé les choses qui se passaient de la même manière au village que dans l'Iliade. Et j'ai rempli 2 feuilles. Donc pour vous dire, on vivait comme il y a 2000 ans, 3000 ans. Je disais, nos maisons étaient constituées de 4 murs avec une porte. En haut, il y avait une ouverture. Donc on venait juste de quitter les grottes. Voilà. Et après, donc j'ai dû quitter ce village pour passer, je disais que l'ascenseur républicain marchait en Turquie aussi. J'ai fait un peu l'école, à l'époque unique école de journalisme en Turquie, ça correspond un peu à ce que représentent les Sciences Po ici. Donc j'ai fait cette école-là, après je suis venu à Paris pour faire des études de cinéma. Mais donc pour apprendre le français, le premier livre sur lequel je suis tombé, c'était pour vous dire que j'ai pris mon premier livre chez Emmaüs à 1 euro. C'était pas un livre très recherché, mais le livre, mon Dieu, en lui-même, c'était Les Fleurs du Mal. Voilà. Donc j'ai commencé par lire Les Fleurs du Mal au mur de ma chambre. Et j'ai pas pris du tout le dictionnaire bilingue. J'ai pris le petit Larousse illustré. Parce que dans mes langues, j'ai jamais utilisé de dictionnaire bilingue. Que ce soit pour l'anglais, pour le français, pour voilà, j'ai quelques autres langues comme ça. J'ai donc exclu la traduction. Parce que pour apprendre une langue, je ne sais pas si ça peut te servir, pour apprendre une langue, il faut s'installer dans la logique de la langue. Quand on traduit, quand on a un dictionnaire bilingue, on reste dans la logique de la langue d'arrivée et on n'arrive pas à s'installer dans la langue d'origine, on n'arrive pas à s'installer dans la langue d'arrivée. Donc je conseille aux uns et aux autres, faites cet essai-là et vous verrez. Et le jour où j'ai déchiffré un petit bout de poème et que je l'ai lu à ma copine de l'époque, et quand j'ai vu la lumière dans ses yeux, j'ai dit c'est bon, je suis dans le français. Voilà. Donc j'espère bien que les autres vont lire nos textes à voix pour eux-mêmes, mais le poème gagne à être lu à haute voix, parce que ça crée un mouvement, parce que le poème n'est pas à comprendre. Le poème, c'est comme un tableau, c'est comme une musique. Il faut se laisser traverser par le poème. Si c'était, là vous avez vu, donc ça c'était une sorte d'essai. Voilà, je sais écrire, hein, si quand je veux me faire comprendre, ben, ça passe, c'est assez clair. Donc si le poème n'est pas assez clair, c'est que le poème n'est pas fait pour être clair. Le poème est fait pour faire sentir les choses. Et se sentir, c'est vrai que quand on lit à haute voix, tout le corps y participe. Donc il y a un autre rapport qui se crée. Je ne sais pas pour Martha, mais voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je peux vous dire. Ne vous privez pas de lire les poèmes à haute voix. Moi, vraiment, je peux dire que je suis tout à fait d'accord avec toi. Et aussi, pour moi, chaque lecture est différente. Vraiment, quand j'ai entendu ma poésie avec la lecture de Karim, c'est différent. Avec la lecture de notre personne, c'est différent. Je pense que chacun trouvait son visage, son envie, son vie dans les poèmes. Si vraiment les poésies, si c'est la vraie poésie, si c'est la vraie littérature. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que, par exemple, en évoquant les sources d'inspiration, tu disais que tu avais baigné dans les livres, et donc naturellement, comme dès 8 ans tu voulais être poète, écrivaine,
Est-ce que tu as eu des inspirations, des coups de cœur littéraires? Ah oui, beaucoup. Mais c'est très difficile à choisir. Mais entre les écrivains français, premier nom pour moi c'est Albert Camus. J'ai lu tout son ouvrage. Aussi j'adore Gabriel Garcia Marquez. Et dans la poésie, j'aime beaucoup Mahmoud Darwish, Nizar Rabbani, Paul Valéry. Mais plus de ça, honnêtement, en poésie, moi j'adore la poésie persane. À mon avis, c'est complètement différent. Alors que les poésies occidentales, c'est très forte, mais moi je ne peux jamais dire que, pour moi, ça n'existe pas plus fort que Rumi, que Hafez, que Saadi. Saadi, je suis folle de Saadi. Mais malheureusement, sur ça, c'est dommage que vous ne pouvez pas lire en persan. Parce que c'est complètement différent avec la traduction. Justement, c'était la question suivante. Quand la poésie est universelle, mais quand on doit traduire, est-ce que ça perd fortement, d'après toi, en émotion? Quand tu écris en persan et les traditions qu'on en fait, est-ce que tu crois que ça perd beaucoup en émotion? Moi, je pense que ça dépend de poésie. Parce que dans la poésie classique, qu'il y a de rimes, il y a des mots très très difficiles, très loin de notre époque, à mon avis, c'est impossible. Par exemple, je pense que tout le monde lit le livre Les Cantitos des oiseaux, traduit par Lélie Ambar. Elle l'a traduit très 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 bien. Elle travaille énormément. Mais moi, je peux dire que c'est 20%. Alors qu'elle travaille très bien. C'est pas possible de travailler mieux que Lélie Ambar, à mon avis. Mais c'est ce mec qui nous intéressait. Merci. oui. Oui, mais moi je voudrais dire, dans ma poésie, sur ma poésie, non, c'est difficile parfois de trouver quelques mots pour remplacer, pour traduire. C'est difficile d'expliquer parce que moi j'utilise beaucoup des éléments persans comme Haftzin, comme Yalda. J'utilise beaucoup des éléments persans dans mes poésies. Parfois c'est difficile, mais c'est pas impossible. Quand même, on va réussir de traduire 80% de poèmes dans mes poésies. Mais ça dépend. Sémos a trouvé la solution, il écrit directement en français. Voilà, comme ça, il n'a pas d'ennui. Non, parce que moi j'ai une responsabilité avec ma langue maternelle. Pour moi, j'adore la langue française, mais comment c'est possible? Je peux pas abandonner ma langue maternelle. Et moi, je voudrais poser la question à Sémos, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans tes poèmes écrits en français comme écho de la langue kurde ou de la langue turque? Alors ça, je ne sais pas qui peut me le dire. Mais il y avait, dans une assemblée comme ça, on faisait une lecture, il y avait une question qui m'était venue, on m'avait dit, mais pourquoi tu n'écris pas en kurde? Pourquoi tu écris en français? J'ai dit, ne vous inquiétez pas, nos montagnes sont suffisamment remplies de Kurdes, de petits Kurdes. Je ne manquerai pas à la poésie kurde, donc ils sauront se débrouiller sans moi. Considérez-moi comme un cadeau des montagnes kurdes à votre langue. Voilà, c'est une autre prétention comme ça, mais il faut se mettre à la hauteur de ces prétentions. Je ne suis pas comme Mahtab parce que Mahtab, effectivement, elle est passée, je dis le persan, a eu le temps de s'affiner dans les couloirs des palais et des prisons et compagnie. Nous, le kurde, c'est resté une langue des montagnes. Donc voilà, on n'a pas toutes ces finesses-là. En plus, c'est une langue interdite. Et donc, moi, je suis presque analphabète dans ma langue maternelle. J'écrivais en turc. C'était une langue imposée. Donc du coup, le jour où j'ai acquis suffisamment de maîtrise pour pouvoir tenir sur ma monture sans me casser la gueule, je suis passé au français.
parce qu'il faut savoir se tenir sur sa monture. Sinon, on peut très vite voilà, se retrouver par terre. Et ça c'était pas un projet non plus. C'est-à-dire que moi, j'ai une sorte d'appétit comme ça pour aller vers l'autre. Qui fait que, je dis, la langue de l'autre m'appartient aussi. Hein, et si vous avez envie, allez écrire en kurde. Donc, je ne vous l'interdis pas. Donc, il y a quelques... vous connaissez... comment il s'appelle Miyazaki. Le film de Miyazaki qui s'appelle Princesse Mononoke. Et comment il s'appelle le petit gars qui prend son élan et il monte sur son élan, il part vers l'ouest pour sauver les choses. Et quand il arrive, il dit « Je suis venu poser un regard sans haine sur le monde. » Donc j'essaie de poser ce regard sans haine. Et j'essaie, tout à l'heure on parlait d'exil, moi je ne me suis jamais considéré comme un exilé, mais je suis un être de passage, comme vous tous. Et cette condition d'être de passage, que nous partageons avec l'ensemble des vivants, des planètes, y compris donc des univers, c'est un lien suffisamment fort pour que je tente de construire quelque chose avec des gens qui sont là, tout de suite, partagent ce présent avec moi. Donc, je ne pourrais pas te dire ce qui reste du kurde ou du turc, mais sûrement que je suis resté, enfin, je suis un arbre venu d'ailleurs, je me suis replanté dans la langue du pays, mais j'ai dû garder des couleurs de mes origines. Alors, quelles sont ces couleurs? On dit, il y avait un critique turc qui disait « c'est pas la poule qui parle le mieux de l'œuf ». Donc voilà, je peux dire plein de choses, mais en même temps, est-ce utile? Je vous lis un petit texte, puisque tu parlais de la poésie, la magnifique poésie persane. Où est-ce que j'ai mon... Ouais. Le parfumeur. Vous connaissez le parfumeur. Elle vient de citer le titre d'un de ses livres, Le langage des oiseaux, qui est un des sommets de la littérature mondiale. Ça reste vraiment un livre de référence de chevet. Et donc, j'ai fait je fais de temps à autre des petites variations en partant d'Amon, d'Anon. Là, tout à l'heure, vous avez Apolline Herrera, vous avez entendu? Donc, c'était Apollinaire, bien sûr. Donc, mais Apolline, voilà. Donc, il y a des jeux comme ça, de temps à autre, que je fais. Là, c'est avec le parfumeur. J'ai vu un corps de lait aux cheveux de braise, qui résonna avec un regard fixé sur mes entrailles, dit-elle. Le fruit que tu manges sera celui que tu enfanteras, pour glisser une mince feuille entre résister et exister dans ce concert des nations sur les rondeurs de la pelle. Nous mourrons d'un feu si doux, tombant de nos mains sur la belle, qui à chaque mouvement s'effrite un peu plus dans nos pupilles et ne refait surface sur les feuilles. Je ne vois rien bouger chez vous, dit-elle. Je passe et les mêmes murs parades enlèvent à chaque passage une couche à votre parole, une couche à ma vie, alors que je suis petitement miraculé, petitement trop pour l'aboutissement des miracles. Entre nos mains passeront des feuilles, entre nos dents pousseront des berges qui viendront se renouveler d'une année l'autre dans les crissements de la belle. Mais bien sûr qu'elle a entendu parler du parfumeur, des couleurs passées de ses étoffes, de son perroquet qui ne dit rien des parfums, de son rossignol qui vient se gargariser dans le même flacon, de sa bergère flasque qui n'enfantera plus de troupeau. Mais chacun est un peu parfumeur à la fin de sa parole.
Chacun un peu étoffe qui ne voilera la pupille pour que se retrouvent dans le même trou, dans la même parole, et le roi, et le perroquet, et le parfumeur, qui ne saura cacher quelle étrangeté de quelle étoffe. Mais le temps est un peu à l'image de ma jambe qui boite, dit-elle. Comment irais-je dire à la jument que le perroquet s'est moqué du parfumeur pour l'éloigner et faire main basse sur le flacon où le rossignol venait cacher son chant, qui était une autre manière de dire la détresse et la peine. Mais voilà, le parfumeur passera par là, embombera un peu la belle, un peu le rossignol, pour que le chant de l'un soit l'exacte réplique des trous de l'autre, et que nos murs restent la perte des deux dans nos feuilles qui ne dégraderont la parole. Lumière se rêvera un peu verbe, ira se perdre dans un creux, prétextant d'en faire le tour. Bouquet se voudra l'incarnation d'un juste cri entre rossignol et parfumeur. Flamme se voudra sang de la bûche, et la langue embrasera gosier et son. Les uns crieront terre, les autres mer. Entre terre et mer, nous érigerons d'autres murs, qui ne seront réceptacles de larmes, ni étouffoirs de cris. Langue est en même temps mur. Chair est en même temps pourriture qui donnera terre. Trou est en même temps perte et retrouvailles du parfumeur, du perroquet, du rossignol, du cri et de la parole. Ce qui tue la belle fera de moi une brique dans le mur. Ni perte, ni retrouvailles n'érigeront de nouveaux remparts dans l'époux de la belle. Mais les murs sont une autre manière de dire nos servitudes, dit-elle. Merci. Donc, loué soit Attar, le parfumeur. Oui, merci. Merci. Oui, je suis. Allez-y, passez. Ouais. Tu vas lire une dernière Un phrase. dernier poème. خورشید بر آسمان تمام دنیا گرمتر تابید. آن لحظه که ما در خیابانی از تبعید به جای همه عشقهای ناتمام لبهای هم را بوسیدیم و با کبوترها رقصیدیم. گفتی دیگر نترس، اینجا هیچ دستی آزادیمان را اعدام نمی کند. و بعد پشت سر هم از خنده هایم که دروغی نبودند عکس گرفتی. به چشمهایت نگاه کردم که نگران بودند و بلد نبودند دروغ بگویند. خاطرت را خواندم در آن ساعت که آشفتگی آمده بود. غربتت را میان پستانهایم کاشتی و گفتی پناهی باشد برای این دو پرنده وحشی که ترسیدند. در خاطرت کسی فریاد میزد نه ما تمام شده ایم نه آنها. هنوز چاقوهایشان از خون ما خیس است و به جستجوی من و تو دوست و دشمن را میخرند. بغلم کن، نترس، در تنم برایت اتاقی ساختم که از هر خاطره ای خالی است، با تخت خوابی که هر صبح حافظت را پاک می کند و هر هماغوشی اولین تجربه عاشقانه عمرت می شود. Le soleil a brûlé plus chaud au-dessus du monde entier, à l'instant où dans une rue de l'exil, nous avons embrassé nos lèvres, au nom de tous les amours inachevés, et dansé avec les colombes. Tu as dit, n'aie plus peur, ici. Aucune main n'exécutera notre liberté. Puis l'une après l'autre, tu as pris des photos de mes rires qui n'étaient pas des mensonges. Je t'ai regardé dans les yeux, inquiet, incapable de mentir. J'ai lu ton souvenir. À cette heure où le chaos était arrivé, tu as planté ton exil entre mes seins et tu as dit que ce soit un refuge pour ces deux oiseaux sauvages effrayés. Dans ton souvenir, quelqu'un criait « Non, nous ne sommes pas finis, ni eux !»
Leurs couteaux sont encore trempés de notre sang. Et ils achètent amis et ennemis à la recherche de toi et de moi. Serre-moi dans tes bras. N'aie pas peur. Dans mon corps, j'ai construit pour toi une chambre vide de tout souvenir, avec un lit qui efface ta mémoire chaque matin et où chaque étreinte devient la première expérience amoureuse de ta vie. Une surprise pour la fin. C'était samedi dernier, j'ai appris un mot en persan, en dehors de merci, que tu avais appris, il n'y avait pas de mal. Un mot en persan à l'occasion d'un colloque à Nantes. J'ai croisé la célèbre sociologue Shala Shafik. On a échangé, elle évoquait l'Iran. Et un mot en persan signifie 3 mots en français. C'est un mot qui signifie amour, amitié et soleil. Et je ne sais pas le dire. C'est mer, mais même si tu ne comprenais pas, c'est M-E-H-R. Est-ce que tu peux nous le dire, ce mot? Amour, amitié, soleil en persan. Magnifique. Mehr. Et c'est le nom de mois, parce que le mois en persan, ça alliait beaucoup avec l'amour, avec la nature. Et octobre, c'est Mehr. Et on a fêté 10e jour de Mehr. C'est 2 octobre, l'amour, l'amitié et le soleil, c'est la fête Mehregan, et c'était mon anniversaire aussi, par hasard. C'est pour ça que c'était la petite, le petit clin d'œil final. Voilà, la soirée lecture va tirer à sa fin. Donc vous allez pouvoir venir par ici. On a ramené des livres. Si vous avez envie de poursuivre la soirée par des lectures, donc vous aurez des livres, une table de presse. Vous aurez à choisir et à faire dédicacer, bien sûr. Et puis vous en profiterez peut-être pour poser des questions aux 2 auteurs, éventuellement aux présentateurs si les auteurs ne sont pas disponibles. Voilà, merci de votre attention et de votre présence ce soir. Servez-vous de voir que la poésie n'est pas morte.